Alors bonjour. Bonjour, Ton prénom? je m'appelle Lionel. Alors, la question rituelle, c'est quoi ton film préféré? Alors, mon film préféré, c'est The Crow. The Crow. The Crow. Voilà. Alors, The Crow, c'est quoi? Alors, The Crow, c'est une adaptation d'un comics de James O'Barr qui parle d'un couple qui est assassiné le soir d'Halloween. Pour des raisons un peu scrupules, on s'en fiche un peu en fait, c'est pas vrai complètement, pour récupérer des trucs dans un quartier, tout ça, et parce que leur mort est atroce et absolument inutile, un corbeau fait ressusciter le garçon du couple qui s'appelle Eric Draven pour évidemment se venger. Donc un bon revenge movie des familles qui va bien, avec faut pas évidemment essayer de le corbeau qui tape sur la tombe et tout ça pour le réciter, tout ça. Non, mais c'est... L'ésotérie, on s'affiche un peu. Ouais, exactement. C'est ça, c'est fantastique. C'est exactement, c'est fantastique et surtout je pense après je pense que c'est l'adaptation de comics la plus fidèle qui existe au cinéma. D'accord. Plan Alors, pour avec plan. Hein. acteurs. C'est le fils de Bruce Lee, Brandon Lee. Après il y a Patrick Kelly là, comment il s'appelle hein, j'ai plus là, j'ai me prendre de cours. C'est maudit pour le coup. Complètement maudit. Complètement maudit. Il y a même le comment il s'appelle celui qui joue Aïe aïe aïe. Bref, celui Ouais. qui se pique et qui se fait tuer par overdose, c'est lui qui accidentellement tue Brandon Lee sur le film et c'est lui qui derrière joue dans il joue dans Seven. Il joue le patron du bordel dans Seven. Ah oui, d'accord. Et lui est arrivé plein de merde après par la suite dans sa carrière. Enfin, c'est juste affreux sa vie. J'ai plus son nom. Pourquoi c'est ton film préféré? Alors c'est mon film préféré. Donc déjà parce que j'étais fan du comics à la base et que c'est une adaptation juste hyper fidèle de James O'Barr de son comics. La BO, voilà la musique du film qui est juste extraordinaire. Voilà l'ambiance, tout va musicalement avec l'image. Les filtres qui sont utilisés sont juste d'une beauté absolue. Enfin, c'est beau, même si c'est moche, on vient de le dire. C'est un peu de aujourd'hui, je pense qu'à revoir sur des télévisions un peu, je pense qu'il faut pas. Alors le film, on engage les gens à aller le trouver en DVD. Ouais. On espère, je crois qu'il y a une édition plutôt très très jolie en Oui. Blu-ray 4K. Oui, Ça permet aux gens d'avoir l'objet parce que nous on aime bien les objets. Voilà. on est d'accord. On aime bien les objets. On est d'accord. J'aime Moi beaucoup aussi. les objets aussi. Bah, c'est oui, parfait. Mais voilà. Et j'avoue que ça fait longtemps que je ne l'ai pas revu. Avant, je le regardais évidemment comme un blaireau à tous les Halloween. En tout cas, la veille d'Halloween. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait. Mais je le connais tellement par cœur que voilà, j'ai plus besoin si j'ai envie de le voir, je ferme les yeux et voilà, je le vois. Mais voilà, il y a énormément de raisons. Je ne pourrais pas tout citer, mais je pourrais pas ce Merci. film. Merci Lionel. Merci à vous. À la prochaine. À la prochaine. À tous les moldus, écoutez Graffiti Cinéma. Hé, c'est quoi le texte? Comment on dit déjà? J'ai oublié. Où est-ce que vous voulez en venir? Laisse tomber. Graffiti Cinéma. Bienvenue dans Graffiti Cinéma. Bonsoir. 2 mois sont passés à parler de ce cinéma qui nous turlupine tant dans toutes nos vies. Depuis cette rentrée tirée, nous avons évoqué un lutteur sur l'étoile et en dehors, un Stallone conquérant. Nous avons ensuite parlé de la cinéphilie comme un sport de combat, parfois mettant en scène de belles scènes de mise en bière, cet alcool qui était un de nos thèmes des dernières semaines. Ce mois-ci, au mois de novembre, une filmographie essentielle se dévoile sous nos fourches codines, elle qui ne manque pas plus d'âme que de sens, celle de Michael Mann. Je suis très ému. Michael Mann, ce sont 15 films, car on lui fera la grâce de compter ses courts-métrages, et une trace très marquante dans le cinéma américain et mondial, reconnu et analysé comme peu. Cela tombe bien, nous aussi on est très heureux de vous embarquer dans ce chapelet d'œuvres plus marquantes les unes que les autres, alors que son dernier film, Ferrari, s'annonce en 2024 comme une nouvelle pièce essentielle de ce puzzle aux multiples solutions. Moi j'en étais sûr. Bienvenue dans un mois Michael Mann en compagnie de Geoffrey, Lé, Nicolas, moi-même, Romaric et évidemment Milan qui est avec nous pour parler de ce thème transgénérationnel et très intéressant pour l'ensemble des cinéphiles. On vous accompagne comme tous les mois, toutes les semaines, cette émission de rubrique actualité.
Dans cette première émission, vous retrouvez notamment en dernière partie un entretien avec Patrick Alves de l'ASPAC, cette association orléanaise qui tourne des films, qui projette des séances, mais qui également vous propose dès la semaine prochaine un concours, en tout cas un challenge autour de 48 heures chrono qui vous permettent de créer un court-métrage. Voilà en tout cas une initiative très intéressante. On en parle dans la toute dernière partie de l'émission. Cette semaine, bienvenue dans Graffiti Cinéma. Un petit bonjour mademoiselle. Bonjour. Bonjour. Another quality that came along with that decision was the sound of the gunfire reverberated against the walls, and it truly was so scary. It sounded like World War III had just broken out in the middle of downtown and echoed for blocks and blocks and blocks. Alors nous sommes dans le hall du cinéma des 40 très bonne compagnie les amis, puisque on ouvre un mois consacré à Michael Mann, une cinéaste évidemment qui laisse une trace indélébile dans le cinéma anglo-saxon américain à proprement parler, mais évidemment dans le cinéma contemporain, et c'est justement un des derniers ouvrages qui l'évoque, qui est consacré, sur lequel on va tout de suite recommander Michael Mann, Image du contemporain de Jean-Baptiste Toré, et beaucoup d'actualités qui nous inspirent justement ce podcast autour de la personnalité du cinéaste. Et on va évidemment présenter la team réunie autour de la table, pas une Dream Team, mais une Tangerine Dream Team qui a fait une de ses bandes son dont on va parler. Alors bienvenue Milan, l'homme aux cheveux, c'était cheveux de feu la dernière fois. Ouais. T'es passé en mode Hulk. bleu. Voilà. C'est bleu ça ? Non, c'est vert. Ouais. Ouais, c'est pas très radiophonique, mais il nous saoulait avec ses cheveux. L'homme qui a revu même la pub Nike de Michael Mann, c'est Nicolas qui est avec nous. Salut. Et Geoffrey qui est avec nous et qui est également un grand fan puisqu'il a vu La Forteresse Noire hier en version propre, qui est un des films les plus rares de Michael Mann. Oui, c'est absolument. Et Nicolas, premier du nom, qui nous a inspiré justement le thème de Michael Mann et qui nous a dit les gars, il faut absolument qu'on parle de Michael Mann dans les prochaines semaines dans le podcast parce que c'est quelque chose d'assez important. Bonjour Nicolas. Bonjour tout le monde, bonjour Romaric. Alors Michael Mann, on va faire une petite notice biographique avant évidemment de parler du pourquoi de Michael Mann, pourquoi on l'aborde aujourd'hui. Alors je vais vous la faire courte parce que c'est vrai qu'on la trouve sur tous les podcasts qui évoquent Michael Mann, mais c'est quelqu'un qui est né en 43 à Chicago, donc il est né à New York et grandit, il est élevé à Chicago, donc plutôt de la côte Est, dans un milieu intellectuel, et il fait ses études à la London Film School. C'est beau, hein, avec l'accent. Pendant 7 ans, il fait ses études de cinéma en Europe, ce qui va avoir évidemment un parcours très important, puisque dans les 11 films, je parle vraiment des longs métrages ici, qui nous amènent aujourd'hui à évoquer cette filmographie absolument singulière, il va avoir toujours ce côté très européen, très éveillé, très politique, qui va vraiment trancher avec le reste de sa génération. Évidemment, tout sera en débat, donc on en parlera. Mais il commence par faire un premier court-métrage en 68 sur les événements de mai 68. Il interviewe Cohn-Bendit, Alain Krivine, et il est très rapidement dans le bain, quoi. Il fait un deuxième court-métrage en 70, Jaipuri, qui reprend la thématique un peu planante, on va dire, de ses débuts des années 70. Il a un prix à Cannes, c'est son premier prix justement avec ce court-métrage. Il revient aux États-Unis où il fait une sorte de road movie avec un enfant. Des courts-métrages aujourd'hui très compliqués à trouver, hein. Je les mentionne ici parce qu'ils sont importants pour parler du parcours de Michael Mann, mais en effet c'est aujourd'hui très compliqué en dehors de séances spéciales de les voir, même de se les procurer en DVD, hein. Sinon on vous aurait évidemment tout de suite conseillé ce parcours en VOD. Et puis premières œuvres dans le monde du cinéma, il d'abord travaille dans le monde de la télé, des petits scripts, des retouches sur Starkey Hutch notamment, quelques scripts, quelques scénarios, et puis également des participations à un premier scénario, en tout cas de long métrage. Alors, il va faire des téléfilms, il va les réaliser, mais en tout cas pour ce qui est du long métrage du cinéma, il va écrire en grande partie le scénario du Récidiviste en 78 du bien nommé Oulu Grosbar, et ce réalisateur donc qui adapte un bouquin donc d'Edward Bunker, Aucune bête aussi féroce. Edward Bunker, donc on en parlait avant l'émission avec Milan, c'est un auteur culte aux États-Unis puisque c'est l'auteur qui joue Mr. Brown dans Reservoir Dogs, qui est devenu culte pour Tarantino et énormément de cinéastes de cette génération-là, et qui a écrit 6 bouquins de son expérience de prison, parce qu'il est très tôt en prison dans des centres fermés aux États-Unis à partir de 13 ans. Et ce bouquin donc est adapté en scénario, donc Le Récidiviste en 78, qui parle de la réinsertion, la rédemption de beaucoup d'ex-dollars. Et très rapidement, on voit que Michael Mann, grâce à ce scénario, avant même d'être à son premier long métrage, il s'ouvre, il se sensibilise sur ce milieu-là. Now you understand the conditions of your parole. I gotta get along with you or you're gonna send me back to jail. Dustin Hoffman.
You're on parole? I figured I served my time and I just earned a little bit of freedom. My friend, I see that you're going to force me to deal with you. Straight time. All I want to do is get a En 80, Le Solitaire, justement, ce film qui va débarquer, on va en parler évidemment, mais moi je voulais d'abord lancer Nicolas parce que c'est vrai que là je fais cette notice biographique qui est importante pour bien situer Michael Mann. Mais Nicolas, pourquoi Michael Mann finalement? Pourquoi tu nous as emmenés ici dans le hall du cinéma Les Carmes pour ce podcast? En fait, l'idée m'est venue il y a 2 ou 3 ans, je crois. Dans un cinéma pas très loin de chez moi, ils ont rediffusé Manhunter, le film qui a plusieurs noms, Sixième Sens, Red Dragon. Et évidemment, j'avais déjà vu ce film, j'ai chez moi en DVD, mais je l'avais jamais vu au cinéma. Et l'idée me dit, mais pourquoi on parle pas davantage de Michael Mann, parce que c'est un réalisateur quand même un peu à part, pas très prolifique, en 40 ans, une douzaine de films, avec vraiment un style, une ambiance faite de lumière, de grain, un goût pour les polars, les histoires sombres, mais en même temps filmées de façon lumineuse, avec une bande son un peu audacieuse qui mélange du très vieux et du très récent. Quelqu'un qui a aussi un peu chamboulé le style des séries télé, notamment avec Miami Vice dans les années 80. Bref, donc quelqu'un qui a, comme tu l'as dit, une personnalité, vraiment un style, et qui est resté assez discret. Quelques gros films qui évidemment ont beaucoup fait parler. Oui. Le Dernier des Mohicans, Hit, Collatéral. On va faire une avance plutôt chronologique pour ces podcasts, pour en tout cas ces premières émissions, mais c'est vrai que la question du pourquoi est déjà importante parce que on voit que c'est pas énormément de films, donc c'est aussi une forme de rareté qui va profiter à ce cinéaste-là. On peut faire un parallèle parce qu'il l'aimait beaucoup avec Kubrick évidemment, qui a pas fait 150 millions de films non plus, mais qui est devenu hyper culte. Geoffrey, on va te tendre un micro quand même. Parce que t'as une belle voix, mais sans micro, c'est galère. C'est des gros perfectionnistes, oui. Ce genre de réalisateurs, donc ils mettent un temps fou à mûrir. Et puis il faut trouver l'histoire aussi qu'on veut raconter. C'est ça aussi, il faut réussir à trouver l'histoire qu'on veut raconter. Exactement. Pour ça, comme tu parlais de Manhunter et tout ça, je trouve que Thomas Harris, c'est super, c'est nickel pour un réalisateur comme ça. Mais il faut... Donc voilà, c'est comme je disais, voilà. Si les mecs pas prolifiques comme ça, en général, c'est que c'est des films très très léchés, très... voilà. Donc, Attends, on a déplacé un micro juste pour cette phrase-là? Oui, c'était ça, juste pour le petit côté perfectionniste, tu vois, c'est ça. On a aussi les coulisses du podcast en même temps. Alors évidemment, on rigole, blague à part, parce que c'est vrai que c'est un univers très sérieux qui presque programmatique clinique, l'univers de Michael Mann, mais ça va pas évidemment nous empêcher d'en parler toujours avec le même ton, puisque c'est vraiment essentiel de pouvoir en parler maintenant. Et ce qui nous amène évidemment à parler de Michael Mann dans ce premier tour de table d'introduction, c'est qu'il y a 2 actualités qui sont vraiment très importantes pour lui, parce que avant même qu'on se lance dans le podcast, Nicolas, c'était que son dernier film en 2015, c'était Hacker, justement, alors Black Hat aux États-Unis, Hacker chez nous, donc Hacker, pas A plus loin que oui, c'est pas un film d'Emmanuel Mouret, vraiment le hacker informatique. Et c'est vrai que ça faisait quand même une longue période. Son film est annoncé et va sortir en 2024 sur Prime, le biopic d'Enzo Ferrari. En tout cas une partie de biopic. Je vous le dis rapidement, puisqu'il sort le 25 décembre aux États-Unis, il est déjà sorti en Italie, Les Vénards. Ce film-là, il y a eu des séances spéciales, mais il va sortir en 2024 sur Prime Video en France. Je vous fais très rapidement le synopsis, puisque ce projet-là avec Adam Driver est complètement dingue, puisqu'on est au cours de l'été 57, l'ancien pilote Enzo Ferrari est en crise, et on va raconter la faillite qui menace l'entreprise, que lui a créée avec sa femme évidemment, puisque c'est vraiment un self-made man à l'italienne. D'ailleurs en italien on dirait un self-made manini. Cet accent est absolument pourri. Leur mariage tempétueux, alors il y a un mariage, il y a un fils, il y a un autre fils qui doit être reconnu, il y a des drames familiaux qui sont assez présents, et il y a une course qui va évidemment incarner ce film-là, les 1000 miles à travers l'Italie, qui sont très importantes parce que il y a eu la catastrophe du Mans en 55 qu'on avait évoqué dans un autre podcast, mais 57 il y a encore ces courses de 1000 miles où on traverse toute l'Italie qui sont interdites depuis parce que c'est excessivement dangereuse. Voilà, donc on voit le sujet, la matière, la dramaturgie, tous les éléments qui peuvent arriver chez Mann, et puis en même temps on commence à avoir des images, même sans forcément voir la bande-annonce qui est présente. 2 objets ne peuvent jamais occuper le même espace au même moment. Le virage vient à vous. Vous traversez peut-être une crise d'identité. Suis-je un athlète? Ou un compétiteur? Si tu montes dans une de mes voitures, tu le fais pour gagner. Il est trop lent. Enzo, tu es au bord de la faillite. Comment ça se fait? Tu dépenses plus que tu gagnes. Alors je fais quoi?
remporte les Mille Miglia, Enzo. Ou tu devras mettre la clé sous la porte. C'est une arme pointée sur nos têtes. Tu devrais me céder le contrôle de tes actions. Je dois avoir toutes les cartes en main. Eh bien, j'ai la moitié des cartes en main. Nous sommes tous des coureurs. C'est notre passion mortelle. Notre terrible joie. Tu penses pouvoir revenir bientôt? Je ne peux rester loin de toi. Si l'Italie cherche un bouc émissaire, alors me voici. Tu étais censé le sauver. Tu m'as promis qu'il n'allait pas mourir. Le père était dans le déni total. Deux objets ne peuvent jamais occuper le même espace. Au même moment. Enzo. Va leur montrer qui est le plus fort. On commence à percevoir la matière première, en tout cas, de Michael Mann pour ce projet-là, qui est assez enthousiasmant, qui est tourné pour les salles, mais qui va être en VOD. Alors ça, c'est un autre débat qu'on pourrait refaire 150 millions de fois, mais en tout cas, celui-ci est assez présent. Alors sur Ferrari, je ne sais plus si Nicolas, tu avais vu la bande-annonce éventuellement. On l'a pas regardé pour être franc, mais je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce que les bandes-annonces, souvent on est déçus. Oui. Et on voulait vraiment vous parler de ce projet-là qui va exister, qui va arriver en 2024, parce que c'est vrai que ça peut être parfois un peu biaisé par rapport au film. C'est très long en plus, ça raconte la moitié. Exactement, Milan. La bande-annonce, c'est un produit commercial, hein. C'est pas du tout un produit artistique. Le nombre de bandes-annonces qui ne correspondent absolument pas au film qui existe après et qui créent un peu des drames des fois. Je me souviens de Steak quand il est sorti de Quentin Dupieux qui a fait un drame parce que tout le monde a trouvé ça à chier parce que la bande-annonce personne ne s'attendait à ça, c'était pas vendu comme ça. La bande-annonce présentait ça vraiment comme une comédie avec Eric Ramsey alors que c'est un film de Quentin Dupieux hyper bizarre, quoi. Alors aussi, deuxième actualité qui nous ramène sur Michael Mann dans ce tour d'intro, ce tour de table d'intro, c'est que vous avez un roman qui est aujourd'hui en salle, qui est Hit 2, la suite de Hit. Donc le film de 94 mais qui se sort chez nous en 95, donc qui se passe là sur deux temporalités, en 88 et en 2000. Alors le bandeau, l'éditeur annonce le premier roman du réalisateur de Hit avec Al Pacino et Robert De Niro, sauf que là il coécrit avec Meg Gardiner, qui est une spécialiste du roman policier aux États-Unis. C'est un immense pavé qui est très intéressant puisque on reprend directement dans la scène d'ouverture la suite, la fin du film Hit. Vous l'avez directement dans le bouquin. C'est un projet dont on reparlera tout à l'heure quand on arrivera sur Hit, enfin dans les prochaines émissions, parce que là on tourne pour 4 émissions, mais quand on arrivera sur le sujet de Hit, je rebondirai dessus. C'est vrai que par contre, pourquoi l'actualité est présente ici, c'est que ce bouquin va sortir. Voilà, il a été annoncé, la nouvelle a été officialisée. Hit 2 sera le prochain projet. Le film, il est là déjà. Ouais. Le livre est adapté au cinéma, mais c'est vrai que dès qu'on le lit, on perçoit que c'est quasiment un synopsis pour la suite. Et là, il est officialisé. C'est le prochain projet de Michael Mann pour sortir directement en salle. Et ça, c'est vrai que potentiellement ça peut être enthousiasmant. Je sais pas si ça vous branche si je vous lance sur la suite de Hit, parce qu'il a jamais fait de suite. Alors sachant que Hit est lui-même un remake d'un téléfilm, hein, Nicolas, t'en as vu quelques images. Takedown. Alors on va se mettre ça. Oui, c'est le remake d'un téléfilm, un de ses premiers téléfilms qu'il a fait dans les années 70, si je dis pas de bêtises, qui s'appelle LA Takedown et qui a déjà toutes les composantes du film Hit qu'on va retrouver par la suite. Yeah. Vincent, we've got a bad one. Armored van, high 7 figures, bearer bonds. Moi je suis un peu frileux pour être franc sur Hit 2. Alors j'ai pas lu le roman, donc je sais pas réellement de quoi ça parle. Est-ce que c'est une suite chronologique? Mais je ne crois pas. Alors la suite est pas on reprend tout de suite la fin du film, mais c'est pas tout à fait chronologique puisqu'il y a des sauts dans le temps. On passe en 88, en 95, donc il y a énormément de sons aussi sur l'espace. Donc on passe du Paraguay aux États-Unis en passant par énormément d'éléments différents. Donc on voyage énormément. Donc si j'ai un film plus contemporain dans l'idée d'éclatement de l'espace et de diminution du temps de transport, on va dire, c'est beaucoup moins urbain en tout cas que Hit ne l'a été. C'est vraiment des paysages très différents. On va être assez surpris à mon avis quand on verra ces images-là. D'ailleurs vous pouvez être surpris dès la lecture, hein, si vous le trouvez en salle ce film-là, hein. Je ne l'ai pas vu en version anglaise, vous l'avez la version française, vous l'avez acheté en salle si vous êtes intéressé.
On verra, parce que c'est vrai que potentiellement c'est la première fois qu'il le fait, mais en même temps, faut pas oublier, on en parlera quand on viendra sur Hit, que c'est lui-même un remake d'un de ses téléfilms. Donc Hit est un projet central dont on parlera évidemment longtemps pour cette scène-là. Alors moi, je voulais vous lancer justement en tour de table pour finir le. Nicolas. Petite actu également, aussi la série Tokyo Vice qui vient de sortir, qui est sur MyCanal, qui est disponible. Il a réalisé le pilote, et c'est lui qui est producteur et scénariste de la série, et qui est vraiment, qui pour moi représente dernièrement. Enfin voilà, c'est un beau résumé de toute sa cinématographie. Il y a vraiment ces personnages, ces archétypes de personnages qui sont déjà présents, sa réalisation jusqu'au boutiste. Voilà, donc moi je vous conseille vraiment cette série qui est vraiment de qualité, qui vient de sortir. Alors on va évidemment parcourir les films de Michael Mann, et à commencer par les années 80, on vous parlera également après des années 90-2000, et puis éventuellement dans la dernière partie, dans les dernières émissions, on évoquera les films peut-être moins bien reçus de Michael Mann, ceux qui ont moins bien marché, pour lesquels il y a eu des zones de gris, des malentendus en ouverture. Moi je voulais vous lancer sur les caractéristiques pour vous du cinéma de Michael Mann. Si je vous lance là-dessus, c'est qu'est-ce que vous allez ressortir en premier, avant qu'on voyage dans tous ces films-là, si vous deviez présenter Michael Mann à des proches. On va commencer par Nicolas, puisque tu avais une anecdote de dingue. Moi je pensais qu'elle était plus dingue, ton anecdote sur Michael Mann. Oui, je l'ai revue en salle. Ça aurait pu être, oui, j'ai croisé Michael Mann dans la rue, tu vois, c'est... Non, bon, ok. Mais... non, le définir, comme je l'ai un peu dit, c'est quelqu'un qui a un goût de l'esthétique, de la lumière, de l'ambiance, qui arrive, en tout cas je trouve, à mettre en lumière des personnages, des histoires souvent assez glauques. Voilà, moi les films qui m'ont plus marqué, par lequel je l'ai découvert, c'est indiscutablement Manhunter et la série télé de Flics à Miami également. Après, je sais pas si vous avez... Allez-y les amis, si vous avez d'autres compléments ou d'autres scènes qui pour vous ont marqué dans Michael Mann en premier. Comme tu disais tout à l'heure, le côté polar mais coloré, vraiment des films d'ambiance avec une lumière qui est toujours un code couleur très développé sur les personnages, et voilà, ça fait tout de suite
des films atmosphériques, quoi, je dirais, enfin, qui allient vraiment le fond et la forme sur la psychologie des personnages. On voit vraiment la psychologie, les tiraillements des personnages à la réalisation, comment non seulement il va les filmer, parce que comme on disait, il a toujours été très proche de la technique pour réussir à mettre en image ce qu'il avait en tête. Il s'est lancé dans le numérique assez vite par rapport à d'autres. Et voilà, c'est toujours la recherche de esthétiquement pouvoir mettre à l'image les tiraillements des personnages par rapport à ces atmosphères, parce qu'on ne peut pas parler de Mann sans son chef-op, qui est hyper important. Justement, c'est Manhunter, leur première collaboration, avec Dante Spinotti. Et c'est hyper important, c'est une rencontre fondamentale. Un réa comme ça et son chef-op, c'est une rencontre extrêmement importante. Et c'est comme ça aussi qu'il a pu se développer, que comme disait son chef-op, il dit Michael Mann, soit tu es d'accord avec lui, soit tu bosses pas avec lui, parce que tu peux pas. Non, mais il faut abonder dans son sens, il faut comprendre ce qu'il veut et abonder dans son sens, parce que c'est des choix très tranchés. Je veux dire, blam, là la pièce elle est baignée de bleu, tu vois, c'est pas un bleu naturel, c'est quelque chose, mais c'est parce que ça retranscrit soit l'aura du personnage, soit comme on disait, t'as un code couleur entre le bleu, le vert, le gris. Ces personnages sont souvent habillés en gris parce qu'ils se fondent un peu dans la masse, comme Collatéral, c'est le parfait exemple. Mais donc voilà, c'est vraiment, je trouve, un réalisateur à ne pas dissocier de son chef-op par rapport à ça. Et moi j'ajouterais aussi au niveau des histoires, il y a un fil conducteur, c'est qu'il y a beaucoup de duos dans ses œuvres, que ce soit des duos opposés ou complices. Et c'est vrai que c'est un trait assez courant, même dans Manhunter. Finalement, on a Will Graham et alors Hannibal Lecter et aussi le tueur, la mâchoire, c'est ça, je crois en français c'était traduit comme ça. Tooth Fairy, ouais. La dent folle, un truc comme ça. La dent, ouais, voilà, la dent folle. Dent Vislarde. La dent Vislarde. C'est ça, tout à fait. Ouais, voilà, donc il y a aussi cet aspect-là, un peu des duos, des personnages soit opposés, soit complémentaires dans beaucoup de ces films et de la série aussi. Et ouais, moi je suis celui qui a quand même le moins de données sur Michael Mann entre nous tous. Oui. J'ai vu que 2 films de Michael Mann. Il a pas bossé. J'ai vu. Oui, comme il en a pas fait des masses, 2 c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal quand même. Non, mais il arrête pas de nous saouler parce qu'il est jeune, mais j'en ai vu que 2, j'ai vu que Hit et j'ai vu que Hit et Collatéral. Ouais. Mais du coup, pour quand même pas arriver les mains vides, j'ai essayé de lire pas mal de trucs. Et en fait, je suis un peu débile parce que j'ai pas noté le nom. Mais j'ai lu un truc d'un historien du ciné qui parle de Michael Mann et qui dit... C'est Gérard. C'est tellement Gérard. Ouais, c'est Gérard. Et qui dit quelque chose d'assez intéressant avec lequel je suis plutôt d'accord, même si j'ai vu que 2 films, c'est que la force de Michael Mann, ça serait de réussir à lier dans un seul et même film à la fois les séquences d'action et des séquences beaucoup plus contemplatives. Ouais, et voilà, c'est un truc avec lequel je suis plutôt d'accord, et c'est vrai que c'est un manque du cinéma d'action. Les bons films d'action filment très très bien l'action, mais oublient souvent des moments plus contemplatifs, ou alors se foirent dans le contemplatif. Ouais. Je pense par exemple récemment à John Wick, qui a les meilleures séquences d'action de ces 15 dernières années, mais qui, quand il essaie d'être contemplatif, se foire complètement. Quand il veut faire un plan un peu long, un peu lent, c'est pas très beau, ça marche pas très bien. On est à côté. Et la force de Michael Mann, c'est quand même de réussir à mêler les deux, quoi. Très bien, Nicolas, on finit le tour de table, on entend un micro pour... Oui, des plans oniriques, un cinéaste de personnages, avec toujours ce personnage jusqu'au boutiste comme lui il l'est. Voilà, moi je trouve que c'est vraiment ce qui revient. C'est toujours des personnages qui vont jusqu'au bout de leur passion, de leur métier, que ce soit même des métiers atypiques, des métiers de cambrioleurs, des métiers de voleurs, des métiers de policiers, des métiers d'enquêteurs, mais voilà, des personnages jusqu'au boutiste qui ont du mal à reprendre leur liberté et à faire le choix de la vie de famille, le choix de l'amour, ils ont toujours cette tentation et ça foire toujours, ils arrivent jamais à aller jusqu'au bout de la vie dont il rêve. Voilà. Donc ces personnages récurrents, toujours des grands passionnés comme lui l'est, qui sont intransigeants. Voilà. À chaque fois. Des grands pros, des brillants. Alors, on va parler de ces dilemmes moraux et de ces personnages. On va évidemment commencer la grande saga de Michael Mann juste après cette pause-là, parce que c'est vrai que c'est une très très longue période. Donc on va évidemment dans ce premier podcast commencer avec quelque chose d'assez innovant en termes de narration dans les émissions. On va faire ce qu'on appelle de la chronologie et on commencera par Le Solitaire en 1980. Je vois sur votre demande que j'ai là. À propos, Mal ne s'écrit pas comme ça s'écrit M-A-L-E. Avec 2 L, c'est une grosse valise. Je vois donc sous la rubrique employeur de 1959 à 1976, vous avez indiqué prison de Chicago. Oui. Vous y étiez employé par la ville, j'imagine. En quelque sorte, oui. Et que faisiez-vous dans cette prison? Des cadres. Oui, je fabriquais des cadres en bois. Ensuite, j'ai été promu aux chaussures. Vous y étiez gérant du magasin? Écoutez, j'étais taulard, je faisais mon temps. Vous faisiez quoi? Franck, allons-nous-en.
Vous devez comprendre que nous avons plus de demandeurs que d'enfants, n'est-ce pas? Alors pourquoi il y a toujours tant de gosses dans votre turne? Si j'étais eux, je ferais sûrement pas trop de chichi pour me tirer vite fait d'un endroit pareil. En plus, ça vous décharge d'un poids si on en prend un. L'ennui, c'est que c'est nous qui établissons les critères d'adoption. On nous réclame tellement d'enfants que nous donnons la préférence à des gens qui n'ont pas... D'accord, alors on prend un gosse dont personne ne voudra. Vous avez un petit noireau, va pour un petit noireau. Vous avez un petit chinois... Non, vous ne me comprenez pas, monsieur. Tout le monde veut des jeunes gosses. Vous avez un gosse de 8 ans, mâle, noir et chinois, moi je le prends. Franck... Attends, si c'est une question de... Tenez, regardez. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça c'est un diamant pur 10 fois, 3 carats et demi taillé émeraude, ça. Nous ne sommes pas au marché aux puces, monsieur. Vous voulez que je vous dise, vous n'êtes pas assez maligne pour accepter, pas plus que vous ne l'êtes pour reconnaître de bons parents. Sortez immédiatement. Vous n'avez posé aucune question, vous n'avez même pas demandé qui on est. Vous avez un enfant qui attend et avec vos conneries, vous le privez de nous et vous nous privez de lui. Vous êtes qui pour décider ça? Ne faites pas de scandale. Nos critères d'adoption... Vos critères d'adoption? Vos critères d'adoption, ils sont tellement enfoncés dans votre cul qu'ils voient même pas la lumière du jour. Franck, je t'en prie, on s'en va. J'ai un renseignement de première main à vous refiler, chère madame. J'ai grandi à l'orphelinat, et ce genre d'endroit, c'est mortel. Un gosse qu'on enferme entre 4 foutus murs. Après un moment, il dit au mur, ma vie t'appartient. Vous êtes né où, vous, dans les beaux quartiers? Oui. Voilà. Qu'est-ce qu'il veut, le guignol? Hein? Are you clear? You've been putting down 2-3 scores a month. You want to put down contract scores all over the country, working directly for me? I am self-employed. Geist Delice. Just diamonds or cash. Fine. I'll make you a millionaire in 4 months. Le solitaire de Michael Mann, on est en 81 et c'est très intéressant parce que c'est le premier long métrage de Michael Mann et il a une particularité, ce film-là, c'est que son cinéaste le fait à 38 ans. Michael Mann n'est pas un jeune premier, quand il va débarquer dans ce monde-là, on l'a dit, il fait un premier scénario, il a rencontré des personnages de cette vie-là, il n'est pas dans l'artificialité, il a vraiment découvert ce monde avec les lectures d'Edward Burker, le scénario qu'il fait avec le récidiviste, on le disait, et le solitaire va vous décrire directement les éléments qui sont assez constitutif du cinéma dont on évoquait tout à l'heure. On est à Chicago où Frank, qui est un grand bandit, va essayer en fait à force de braquer directement des coffres, puisqu'il est expert dans justement le perçage de coffres-forts. Il est vraiment avec une efficacité très clinique là-dessus. Il va pactiser en fait avec une sorte de grande organisation criminelle qui va le chapeauter. Un par un, voilà, directement, qui va venir en gros lui laisser espérer réaliser son dernier coup, le mythique dernier coup que font beaucoup de grands bandits, qui est souvent le coup de trop, dans l'espoir de fonder une famille, puisqu'il rencontre une femme pendant le film. On va pas évidemment tout déflorer, parce qu'en plus c'est un film assez linéaire, mais pas au mauvais sens du terme, évidemment. Donc ces éléments-là sont des éléments classiques du polar, du film noir américain. On a évidemment un casting absolument incroyable pour l'époque, parce que si vous êtes fan des années 70-80, c'est vraiment Jim Belushi, James Belushi qui est là, on a Willie Nelson, Robert Prosky qui joue ce parrain qui est absolument incroyable. Alors, on entend le nom, on dit je sais pas qui c'est, mais tapez Robert Prosky, c'est une des gueules des cinémas des années 60-70 aux États-Unis qu'on voit dans tous les westerns. Et puis évidemment James Caan qui fait un véritable festival de cannerie. Ouais, Cannes. Ouais, bon, bref. Donc, dans ce premier rôle, c'était un petit peu gênant, celle-ci. James Caan en 81, donc il joue le solitaire. Alors, on est en traduction française, c'est Fif, tout simplement en anglais, donc le voleur. Voilà, on ne va pas forcément se casser la tête pour ce rôle-là. Donc on voit que c'est un élément, en tout cas un film très programmatique à ce niveau-là. Vous avez tous les éléments constitutifs de ce qui va mal se passer. On peut évidemment prévoir les coups à l'avance, mais il y a déjà la logique de cette mise en scène qui est absolument incroyable. Une scène de fin est absolument étourdissante de plus de 7 minutes qui a tombé par terre. Nicolas, quand on parle du solitaire, on a déjà éléments classiques. Alors on parlait de Hit tout à l'heure, qui va évidemment être un film central dans la filmographie Michael Mann, mais là tout est déjà posé. Tout est déjà posé. On va pas. Je sais pas si on peut en dire beaucoup, mais ce personnage très technicien de son œuvre. De la scène d'ouverture. Et la scène d'ouverture est incroyable également,
On a vraiment les forêts, on nous explique clairement comment percer. Alors les forêts qui fort. Hein. Non mais je veux dire, on n'est pas dans chez Jack London. Non mais je précise quand même. Non, un personnage extrêmement technicien, voilà, qui aspire en fait à une vie de famille. On le disait tout à l'heure, et qui va faire ce coup de trop. Moi, j'adore la façon dont est filmée la ville, Chicago. Il y a des plans incroyables, des plans de parking avec des lumières sublimes. On a déjà vraiment ce côté onirique, esthétique. Chicago, c'est où grandit Michael Mann, hein. Donc il choisit vraiment la ville de sa jeunesse. Des parkings qui luisent. Enfin, je sais pas si vous voyez, l'huileux. On a l'impression limite de retrouver ce parking de Seven. Enfin, il y a plein de films qui ont repris, je pense, des éléments et aussi bien formels, et on les retrouve déjà dans ce film. Ce film, enfin, quand on voit Hit, on a vraiment beaucoup de choses qui sont déjà posées dans ce métrage-là. Alors évidemment, c'est très important pour nous d'en parler dans le hall du Cinéma Lécarme, puisqu'on peut déjà annoncer que dans le cadre du podcast, on a une séance partenariat avec le Cinéma Lécarme, mais c'est tout l'intérêt pour nous d'être ici, c'est que vous aurez la chance le 27 novembre à 19h30, donc c'est un lundi, de redécouvrir le Solitaire en salle qu'on a choisi dans le cadre du cycle Michael Mann, d'où tout l'intérêt pour nous de parler de cette filmographie pendant un mois. C'est aussi de vous amener à redécouvrir ce vrai chef-d'œuvre méconnu de Michael Mann, parce que c'est le premier. Il a évidemment été occulté par les films qui ont plus de budget, parce que Michael Mann, ça sera aussi une des caractéristiques importantes, c'est quelqu'un de tellement méthodique qu'il a souvent eu besoin de beaucoup d'argent, et après il en a eu beaucoup. Il a été évidemment bien exploité la plupart du temps, il a très très peu d'échecs commerciaux, Michael Mann, mais dès le début on a cette scène qui est quasiment une anti-scène de cinéma. Alors je vous la décris, Geoffrey, Milan, mais qu'on l'ait vu ou pas, enfin Geoffrey tu l'as vu, mais même qu'on l'ait pas vu, c'est quasiment anti-cinématographique, c'est-à-dire que c'est très technique, on n'a absolument pas de spectacularité au sens littéral du terme, et c'est quelque chose qui est clairement l'opposé de ce qui pouvait se faire dans les années 70. Elle est très très longue. On sort quand même d'une période où il y a eu le Parrain qui stylisait énormément la mafia. Là, on est dans quelque chose de très clinique. Avec une musique aussi qui est tonitruante. C'est la première bande-son de Tangerine Dream, ce groupe allemand, qui fait la bande-son directement du Solitaire, qui reviendra dans beaucoup de films, notamment La Forteresse Noire. C'est un des groupes qui fait beaucoup de bandes-son de Michael Mann. Et là, oui, aussi pour le son, on y va pour ce film. Oui, on y va pour le son. Mais c'est vrai que cette scène-là, on peut en parler. Geoffrey, cette première scène d'intro, on voit quelqu'un qui perce un coffre. Sur le papier, sur le scénario, ça doit prendre 2 lignes, et ça devient incroyablement prenant, puissant, parce qu'on voit le côté méthodique. C'est ça les ouvertures de Michael Mann. T'es dans l'action, t'es le personnage qui est à son top, parce que c'est un professionnel, comme on disait, très très aguerri, ou un très bon mohican, enfin tout ça quoi. Et on est direct dans l'action, on sait pas, on est largué là-dedans, et du coup on a envie de savoir ce qui se passe. On veut voir où ça va et tout, mais c'est vrai que c'est très méthodique, c'est très chirurgical et tout, pour bien montrer. Le personnage, c'est pas un Mickey, il connaît bien son travail et tout, et ça te tient directement dedans, parce que tu veux voir où ça va, tout ça. Donc c'est vrai que les ouvertures de Michael Mann sont très très basées là-dessus. Puis tout l'esthétique du film, c'est très il y a un côté, comme tu dis, en plus il a grandi à Chicago, c'est sa ville, mais il y a pas mal de peintures ou de photos desquelles il s'est inspiré des années 60. T'as évidemment, comme beaucoup, il s'est inspiré de Hopper, peinture et tout. Edward Hopper. Mais t'as un autre photographe qui était quasiment un photographe d'architecture, qui l'a beaucoup inspiré en fait, qui faisait des photomontages entre la peinture et les photos. Et c'était pareil, très délimité, très carré, des maisons assez blocs comme on voit maintenant, un peu les maisons d'archi et tout. Et ça a énormément inspiré déjà, comme tu dis, ça préfigure déjà tout ce qu'il va y avoir par la suite sur l'esthétique, comment filmer les bâtiments, comment filmer justement la nuit. Il aime bien aussi quand c'est sombre, c'est pour ça. Son basculement au numérique et tout, c'est pour essayer un maximum voir. Ça, il va être fascinant. Quand on va parler du basculement numérique tout à l'heure, ça va être assez incroyable. Voilà, donc, et on voit effectivement ce côté-là qui est très 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 présent chez Michael Mann, ce côté-là. Mais on peut faire un premier parallèle avec un film qui n'avait pas été très bien reçu en salle, qui est L'Américain avec George Clooney, où on voit un tueur à gages qui va dans une petite ville italienne, qui clairement s'ennuie. Mais est-ce qu'il s'ennuie comme nous on s'ennuierait? Non, pas vraiment. Ce qui vient se planquer. Et on voit le côté, je dirais, quasiment artisanal d'un métier qui est anti-cinématographique, parce qu'on pourrait dire je vois des flingues, je vois un gangster, moi je veux de l'action, je veux que ça bouge. Et il y a déjà ce refus en fait quasi systématique d'aller chercher l'action pour ce qu'elle n'est pas. Le côté fastidieux aussi. Ouais. On voit cette planque, je repense à ces planques de flics, je sais pas si tu te rappelles, ces planques de bandits qui durent des plombes, et on les voit attendre, bouffer des sandwichs avec boire du café, et ils se font passablement chier, il n'y a pas d'autre mot. Et comme quoi justement les films de gangsters, les films de policiers ne sont pas que des scènes
d'action avec des gros pistolets qui pétaradent. Il y a aussi ces temps longs où on s'ennuie, et je trouve qu'il filme très bien l'ennui aussi. Ça, c'est fantastique également de voir également, ça mesure la mise en scène. C'est également dans ces scènes-là que la mise en scène se perçoit le plus. Il y a également un côté qui est très présent dans toute la filmo de Michael Mann, qui est évidemment ici dans ce film matriciel, puisque si vous êtes fan de Michael Mann, c'est évidemment un film essentiel à voir. C'est le fait qu'on a des personnages qui sont dépassés par le monde qui les entoure. Ils sont plus adaptés dans le monde dans lequel ils sont. Donc là, on a quelqu'un quasiment artisanal qui est pas vieux, mais James Caan dans le film, c'est quelqu'un qui a 45-50 ans. Et qui a déjà passé quelques temps en prison. Oui, il a déjà fait un peu de prison, et du coup, c'est vrai qu'il est dépassé par les codes. À un moment donné, ça revient. Il a roulé sa bosse, et c'est vrai que du Solitaire en 80 jusqu'à Hacker, qu'on abordera plus tard en 2015, on voit des personnages complètement dépassés parce qu'ils les entourent. Donc là, il y a le petit artisan qui va braquer à droite à gauche des banques, qu'il a choisi spécialement parce qu'il veut pas n'importe lesquels. Il va choisir tellement de passion parce que c'est facile, mais parce qu'il y a aussi un sens, une forme de moralité. Et puis il y a le parrain qui arrive derrière, qui est le représentant du grand capitalisme, qui vient un peu l'endormir, qui le rouleau compresseur, voilà, va l'écraser, et qui représente ce monde un peu obscur dans lequel auquel on veut échapper. Justement, parce qu'on cherche quand même une forme de liberté dans ces films-là. La zone de gris est très présente, évidemment, parce que Michael Mann a un sens dans la représentation de la mort qui est important. Il n'y a pas de mort gratuite chez Michael Mann. Toutes les morts sont une perte. Et on se demande souvent comment ces personnes-là auraient pu être exploitées. On aurait pu exploiter ces qualités d'un point de vue plutôt positif de l'autre côté de la loi. Il y a toujours ces questions-là qui sont très importantes, parce que évidemment, et ça va sans dire, c'est un cinéma qui est absolument pas manichéen. Et ça, c'est quelque chose qu'on va vraiment rappeler en permanence. Alors le Solitaire, donc évidemment, est très important. Il y a une ville également qui est personnage principal, donc c'est devenu un peu une lapalissade de dire ça dans le cinéma américain, mais c'était assez rare finalement, parce que dans les années 70, à part beaucoup de cinéastes qui commençaient à y être sensibles, comme Siegel par exemple, qui va vraiment vouloir représenter de manière anxiogène, là on va avoir, je dirais, le pendant positif de représenter la ville comme elle peut être, à savoir apaisante, à vraiment endormir toutes ces scènes à droite à gauche d'humanité. Alors je dis apaisante, ça peut être un peu, évidemment, peut-être un mot qui est pas forcément complet, mais je dirais un rôle positif de ce personnage un peu endormi, qui va vraiment receler énormément d'humanité qu'on va découvrir. Voilà, peuplé de refuges. Et en plus, Chicago est sa ville refuge, puisqu'il y a grandi, on le disait juste avant de faire ses études de cinéma à Londres. Donc voilà, le film vraiment essentiel qu'on veut aborder en premier sur le Solitaire. C'est vrai qu'on a tout ce qu'il nous faut ici. Je sais pas si je vous lance encore, les amis, sur ce film essentiel dans la filmographie de Michael Mann. On peut évidemment vous rappeler également que ici, dès le Solitaire, vous avez en gros les grandes questions morales et métaphysiques que vraiment se posait le cinéaste, en utilisant justement un des métiers les moins spectaculaires du monde. C'est quelqu'un qui perce des coffres, donc directement. Disponible sur Amazon Prime. Je trouve que c'est important de le dire, parce que c'est pas un film qu'on voit tous les jours. Si tu veux, tu nous fais une concurrence pour la séance qu'on organise au Carme, il n'y a pas de problème. pour tous nos auditeurs qui n'habitent pas à Orléans, voilà. Et il y en a, on revient. Il est exceptionnel. On organise une séance payante qui nous troll le truc. Alors, on va le garder au montage en plus. Tu vas passer après la projection, j'espère. Après, vous pouvez faire les deux, l'un n'empêche pas l'autre. Mais c'est vrai que on vous rappelle, donc le lundi 27 novembre, 19h30 au Carme, le Solitaire sera programmé, et on vous le recommande très 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 chaudement. Yeah, couldn't be better. I know this is what you're here for, kid. That's it. Mitch, what's to it? Your tan is great. How long are we in San Diego? A few days, you know. Mitch told me all about the score. Said that you were Dr. Wizard. Yeah? Hello, Art. Where's the rest? Don't worry about it. What is this?
Le morceau culte de la scène de fin du Solitaire, un morceau signé Tangerine Dream, le Solitaire que vous retrouvez le lundi 27 novembre 19h30 au cinéma Les Carmes. On a hâte de vous montrer et de voir ce film avec vous en salle, donc pour justement profiter de cette première expérience du cinéma de Michael Mann. Rendez-vous en salle donc le 27 novembre à 19h30. Tout de suite pour la dernière partie de l'émission, vous retrouvez Patrick Alves, le directeur de l'ASPAC, qui nous présente les dernières actualités de l'association orléanaise et notamment celles qui vont énormément intéresser les cinéphiles. On retrouve évidemment toute la bande autour du cinéma de Michael Mann, les deux Nicolas, Geoffrey, Milan et moi-même, dès la semaine prochaine pour continuer pendant tout le mois de novembre à parcourir la filmographie de Michael Mann. Rendez-vous dans le prochain numéro justement pour les années 80. Ça va être un sacré numéro. Tout de suite, on parle de l'ASPAC. Du coup, je vais te lancer tout de suite, Patrick, pour parler de l'ASPAC, parce que j'ai vu donc que là, en fait, c'est principalement pour ça que je t'appelle aujourd'hui, pour les 48 heures chrono. Enfin, principalement, il y aura d'autres actus, mais c'est vrai que la 4e édition des 48 heures chrono, c'est très important d'en parler. Donc, c'est du 1er au 3 décembre, inscription ouverte jusqu'au 15 novembre. Donc, c'était pour ça que c'était très important de t'avoir aujourd'hui et que je puisse t'enregistrer, parce que justement, ces 48 heures chrono, c'est un principe qu'on connaît bien dans le domaine des vidéastes, mais on va quand même le représenter pour tous ceux qui le découvrent. Alors, donc du coup, c'est donc le week-end du 1er au 3 décembre. C'est à Ingré, donc le rendez-vous est à l'espace Boutrouche à Ingré, le vendredi à 19h. Donc les équipes s'inscrivent au préalable, hein, ils ont jusqu'au 15 novembre pour s'inscrire. Et le vendredi 1er décembre à 19h, on lance le week-end en donnant particulièrement les 3 contraintes que chaque équipe devront respecter dans la création de leur film. D'accord. Donc 3 contraintes, un objet, un mot et un lieu. Ok. Voilà, qu'on devra retrouver dans chaque film. Et à partir de là, eh bien, les équipes après partent travailler. Et on se retrouve donc au même endroit le dimanche après-midi pour projeter tous les films qui ont été réalisés. Alors on peut s'inscrire seul ou en équipe, 6 personnes max et des films de 5 minutes max. Ouais, c'est ça, tout à fait. Et du coup, même si on n'est pas une équipe entière, on peut éventuellement après, justement le vendredi soir, rencontrer les autres équipes et puis voir si des associations peuvent se faire. Alors, c'est la 4e édition. Dans les éditions précédentes, évidemment, il y a déjà eu des thèmes qui ont été tirés, mais est-ce qu'on peut sortir un exemple, justement ? Alors, il n'y a pas forcément de thématique, c'est-à-dire qu'il y a les 3 contraintes à respecter, mais après, les thématiques restent libres. Okay. Et donc, justement, il y aura le dimanche, après, un peu une remise de prix, des prix, on veut pas que ce soit vraiment une compétition, on veut que ça reste quelque chose de très convivial, mais on remettra un petit peu des prix symboliques. En fonction du scénario, des jeux d'acteurs, de la réalisation, des choses comme ça, du montage, et en fait il y aura un prix du meilleur court-métrage, et le prix du meilleur le court-métrage qui aura ce prix-là, comme l'année dernière, sera projeté lors de notre festival international du film social, hors compétition, au cours du week-end. Il y aura sa programmation et les personnes de l'équipe pourront être présents pour présenter leur film. Oui, c'est ce que j'avais demandé. C'est vrai que c'est une bonne porte d'entrée pour les vidéastes, alors confirmés ou même débutants, pour vraiment se lancer. Et c'est aussi l'objectif de pouvoir se forcer les gens à s'exprimer par le cinéma, ce qui est tout l'intérêt de l'ASPAC. Et évidemment d'encourager également la diffusion de ces films-là et leur programmation, on va dire, directement dans les prochaines semaines. Alors c'est important justement d'en parler, parce que c'est vrai que pour le coup, il y a également des séances en plus de ce festival de l'ASPAC. Il y en a une prochaine, une section de court-métrage au cinéma Les Carmes également.
Alors c'est pas une sélection par rapport au festival. Oui. C'est que on a un autre projet donc qui nous tient à cœur au niveau de la SPAC, c'est de faire des projections, des soirées, voilà, des soirées projections débat de courts métrages avec la présence des réalisateurs. Et on essaie de faire ça 2-3 fois par an. Et donc là effectivement le vendredi 8 décembre, on a donc une soirée projection débat, 3 films, 3 courts métrages. Sur le thème en tout cas qui avec de l'enfance en tout cas où dans les 3 films il y a des enfants qui jouent avec des sujets très différents mais le fait de mettre en avant voilà des enfants dans les courts-métrages et parmi les 3 films il y en a 2 qui sont donc de réalisateurs orléanais puisque donc dans les 2 il y a celui que j'ai réalisé aussi et qui a été soutenu par la SPAC mais il y a aussi un deuxième film d'un réalisateur orléanais aussi qui sera projeté en tout sur les 3 films. Oui, ce que c'est important de le dire, c'est que vraiment en plus, toi, tu réalises également, et on avait même l'occasion de découvrir le film, un de tes films en tout cas au Carme. C'est vrai que pour le coup, on peut le dire, c'est vraiment énormément de temps de repérage, de mise en scène, de casting. Tu as eu l'occasion déjà d'en parler dans une soirée au Carme, et c'est également très instructif de pouvoir communiquer ça auprès du public également. Ouais, et puis surtout que ce court-métrage il est tout récent là, il vient juste d'être terminé, je commence à l'inscrire dans des festivals et il a sa première sélection là. Il a sa première sélection dans un festival. Oui, on a vu ça sur la page, on a vu ça sur la page de la SPAC, mais c'est très important d'en parler, c'est que cette sélection donc elle est à quel festival ? Alors c'est un festival qui se trouve dans l'Aveyron, qui s'appelle je ne veux pas écorcher le nom, c'est le On court à la baleine, je crois que c'est ça le titre exact du festival. Très bien. Et c'est dans l'Aveyron, voilà, c'est le premier festival là où il est sélectionné, on verra ce que ça donne, mais disons que même si il n'y a pas de prix déjà, ce qui puisse être vu, enfin quand on fait des films, forcément le principal c'est déjà qu'il soit vu, donc déjà je sais que sur ce festival il pourra être visionné. Et puis c'est aussi pour ça qu'on organise aussi au niveau des Carmes, des projections aussi, c'est pour vraiment montrer ce que nous, mais aussi d'autres réalisateurs de courts-métrages peuvent faire. Parce que oui, c'est ça qui est important de le rappeler, c'est que même pour le concours de 48 heures chrono qu'on évoquait tout à l'heure, on n'est pas dans une logique de cinéma de compétition, tout reste symbolique, et ça reste le plaisir de faire du cinéma. Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait, ouais. C'est vraiment communicatif, en tout cas, c'est vraiment la démarche, et c'est tout l'intérêt justement d'avoir des assos comme ça qui marquent le territoire pour encourager les gens à faire du cinéma. Parce que nous on s'y retrouve parce qu'on encourage les gens à en parler, mais le faire c'est évidemment une démarche qui est tout à fait importante et qu'on est très content de profiter, en tout cas à encourager. Ce qui peut être aussi intéressant, c'est d'évoquer, pour terminer, c'est l'avenir justement les prochains contacts pour le festival du film social. C'est vraiment que on sait que c'est du travail sur toute une année également un festival de prendre des contacts. J'imagine que déjà il y a des pistes, en tout cas sans forcément déflorer la programmation, il y a déjà des idées concrètes de lancer. Alors disons que nous on a déjà lancé donc l'appel à candidature des films. On a là pour l'instant reçu un peu moins de 100 films. Donc comme c'est international, 100 films du monde entier qui sont sur des thématiques sociales. On a jusqu'au mi-mars, le 13 mars de mémoire pour pouvoir inscrire son film. Et notre festival, il est sur la plateforme Short Film Depot, pour ceux qui connaissent un petit peu. On peut inscrire son film sur cette plateforme, Short Film Depot. Et donc voilà, ça commence bien à venir, effectivement. Nous, on a commencé un petit peu à les visionner, il y a une très bonne chose. Et puis, en parallèle, on commence aussi à constituer le jury. Voilà, on a déjà quelques jurés qu'on a sollicités qui nous ont confirmé. Alors pour l'instant, voilà, je ne dévoile rien pour le moment, mais c'est en cours, ça avance bien et puis effectivement, on continue à travailler sur cette 4e édition. Oui, c'est tout ça. C'était surtout pour rappeler le côté de l'ombre, c'est qu'un festival, voilà, on voit le côté qui est important, qui est essentiel. Et l'an dernier, c'était une très belle réussite. Mais c'est évidemment un travail à l'année. C'est aussi pour rappeler que voilà, c'est un travail de longue haleine de mener un festival et une asso à côté. Et c'est tout l'important de mettre en valeur ce travail-là. Donc les 48 heures chrono jusqu'au 15 novembre pour s'inscrire, 1er ou 3 décembre. Les séances au Carme, on les trouve sur le site des Carmes, évidemment, et sur la page Facebook de la SPAC. Et puis, évidemment, le Festival du film social, qu'on sera encore très heureux d'accompagner, nous également, de notre côté. Un grand merci, en tout cas. Tout à fait. Eh ben, merci beaucoup. Et puis, pour les 48 heures, on peut aller sur le site. Il y a le règlement de ce 48 heures et un coupon réponse qu'on peut nous envoyer pour l'inscription, ou alors on nous envoie un mail et puis moi je recontacte la personne de toute façon pour les inscriptions. Ça marche, ce sera avec plaisir. Pourquoi vous avez fait ces graffitis? Pourquoi vous faites ça? Hein?